Alors bonjour tout le monde, ça me fait très plaisir de vous voir pour cette nouvelle séance du club de lecture. Et comme vous le savez, quand je fais le club de lecture, parfois c'est de la littérature médiévale, parfois c'est de la littérature populaire moderne. Donc aujourd'hui c'est le deuxième cas. On va parler un peu de la planète des singes, le roman de Pierre Boulle. Donc c'est un roman qui est à la fois très célèbre et très méconnu, parce que tout le monde connaît les films de la planète des singes, depuis le premier film avec Charlton Heston jusqu'au film plus récent. Il y en a eu énormément. Donc il y a une présence culturelle très importante de la planète des singes dans notre imaginaire contemporain. Mais très peu de gens savent que les films viennent d'un roman écrit par un auteur français qui est Pierre Boulle, un roman de 1963. Pierre Boulle, c'est une sorte de grand inconnu, de célèbre inconnu, et parce que c'est pas le seul roman qu'il a écrit qui a été adapté au cinéma, d'ailleurs. Il y a un autre cas célèbre, mais La planète des singes, c'est son grand succès. Donc je vais parler un petit peu du roman, je vais vous présenter Pierre Boulle, et on va réfléchir un petit peu à quel type de roman c'est. Euh, Parce que ça a donné une grande série de films de science-fiction. Mais je vais peut-être poser la question du genre de ce roman, La planète des singes. Est-ce que c'est un roman de science-fiction ou est-ce que c'est un peu autre chose? En tout cas, Pierre Boulle. Donc le voici. Pierre Boulle est né en 1912 et il est mort en 1994. Il est né à Avignon, dans le sud de la France. C'est un ingénieur de formation, donc quelqu'un qui a une formation scientifique au sens le plus large. Et c'est quelqu'un qui a eu une vie assez aventureuse euh, et périlleuse, puisqu'il se trouvait en Malaisie. Il a passé 3 ans en Malaisie à la fin des années 30. Et donc en 1939, il est entré dans la résistance quand la France a capitulé face à l'Allemagne. Il a rejoint les rangs de la France libre et il est devenu résistant, mais donc résistant en Asie du Sud-Est, où il résistait plutôt contre l'armée japonaise. Euh, à cause de ces faits de résistance, il s'est fait emprisonner à Saigon pendant 2 ans. Mais il a été emprisonné par les Français de la France de Vichy, en fait, en tant que résistant. Il a passé 2 ans en prison et il a réussi à s'évader. Et puis, il a continué à œuvrer dans les rangs de la résistance jusqu'à la fin de la guerre. Pardon Patrick, je te coupe. Il y a Oui, Jennifer qui fait un commentaire en demandant si tu pouvais augmenter le volume de ton micro. Je ah sais oui, pas mince. si tout le monde entend bien. Ouais, je vais voir ce que je peux faire. Euh, Euh, Moi, j'entends bien personnellement. Euh, ah, m- moi, je suis au max de mon côté. Ok. Ouais, Jennifer, peut-être on peut regarder si de ton côté il y a moyen d'augmenter le volume de ton casque. Je vais t'écrire en parallèle. Pardon, merci. Continue. pas de souci. Euh, donc, ouais, donc il est devenu écrivain. Pardon. Il est devenu écrivain seulement après la guerre. Donc déjà dans sa trentaine, presque quarantaine, il a pris la décision. Il disait toujours que c'était un peu, c'est arrivé d'un coup, cette décision de devenir écrivain. Et c'est devenu un écrivain à succès assez vite. C'était vraiment un auteur qui était très lu à cette époque, même si aujourd'hui il est relativement oublié, à part pour un ou deux romans. Mais c'était quelqu'un qui était vraiment un auteur grand public à cette époque. Euh, Ces romans abordent des sujets extrêmement variés. C'est pas un auteur de science-fiction spécifiquement. C'est pas un auteur qu'on peut attacher à un genre ou à une forme particulière. Euh, il a exploré beaucoup de différents sujets, différents thèmes. Euh, Même si, donc j'ai dit que c'était pas un auteur de science-fiction, mais il a écrit deux, trois romans qu'on peut plutôt appeler de la science-fiction au sein de sa production générale. Et il a publié pas moins de 24 romans entre 1950, son premier, et 1992. Donc une production assez abondante. C'est pas tout à fait le rythme de production Si vous étiez là il y a quelques mois, on avait parlé de Stéphane Houle, l'auteur de science-fiction, qui a publié 11 romans en 3 ans, quelque chose comme ça. Donc c'est pas tout à fait le même rythme. Mais c'est aussi parce que Pierre Boulle avait été un auteur plus sérieux, entre guillemets, qui publiait chez Julliard,
Euh, alors que Stephen Wool, c'était vraiment un auteur alimentaire qui publiait dans une collection vraiment grande diffusion au Fleuve Noir. Et bon, quand même un auteur assez productif, Pierre Boulle. Et il a écrit 2 romans au succès international, qui sont devenus des énormes succès de librairie, à la fois en français et dans beaucoup d'autres langues, dont l'anglais. Le premier de ces romans, c'est son 3e roman, c'est Le pont de la rivière Kwai. Donc, vous connaissez sans doute le film du pont de la rivière Kwai, qui est adapté du roman. Donc, il l'a publié en 1952. Donc, son 3e roman. Et c'est un roman qui est semi-autobiographique, bon, au moins partiellement. Il a écrit d'autres textes plus fermement autobiographiques, mais c'est inspiré en partie par sa captivité à Saigon. Donc lui était captif des forces françaises de Vichy, mais le pont de la rivière Kwai, si vous connaissez le film par exemple, euh, vous savez que c'est l'histoire de la construction d'un pont en Thaïlande par des soldats britanniques pendant la Deuxième Guerre mondiale dans un camp de prisonniers japonais. Euh, donc il a déplacé cette expérience de captivité chez les Français et pour inventer cet épisode. C'est un épisode complètement fictif hein, qu'il raconte, mais qui est fondé sur un certain nombre d'éléments réels. Et puis son 2e roman le plus célèbre, évidemment, c'est La planète des singes, dont je vais parler beaucoup plus, publié en 1963. C'est son 10e roman, donc une décennie après Le pont de la rivière Kwai. Et ça fait partie d'un petit nombre de romans de science-fiction écrits par Boulle, ou proches de la science-fiction. C'est un roman, pour l'anecdote, quand il a été traduit en anglais, en premier, le titre de la première traduction anglaise, c'est pas Planet of the Apes, c'est Monkey Planet. Ce qui est un problème de traduction intéressant parce que la langue française n'a pas de distinction entre monkey et ape. En français, on utilise juste le mot singe. Alors, on va parler des grands singes pour parler des chimpanzés, gorilles, orang-outans, bonobos, mais il n'y a pas de distinction lexicale entre le monkey et le ape de l'autre côté. Donc, c'était simplement Monkey Planet en anglais, ce qui fait moins sérieux que Planet of the Apes. Et la traduction Planet of the Apes, évidemment, est plus exacte quand on songe au type de singes qui apparaissent dans le roman et dans les films. Alors, Le pont de la rivière Kwai, comme je le disais, a été adapté au cinéma en 1957 par David Lean, avec Alec Guinness dans le rôle principal. Un film qui est resté très célèbre assez longtemps, qui a été un peu oublié aujourd'hui, mais qui reste quand même un des grands films de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, je n'ai pas besoin de vous le dire, La planète des singes a été adaptée au cinéma en 1968 par Franklin J. Schaffner avec Charlton Heston dans le rôle titre, avec un certain nombre de différences par rapport au roman dont je vais parler dans quelques instants. Puis, La planète des singes a été suivie par Beneath the Planet of the Apes en 1970 par Ted Post. Puis Escape from the Planet of the Apes en 1971 par Don Taylor, puis Conquest of the Planet of the Apes en 1972 par J. Lee Thompson, Battle for the Planet of the Apes en 1973, une série télé en 1974, une série animée en 1975, donc tout ça a été très rapide, hein, en 7 ans, vous avez eu tout ça. Même une comédie musicale dans The Simpsons en 1996, Stop the Planet of the Apes, I Want to Get Off, dans un de leurs épisodes. Puis il y a eu une 2e adaptation en 2001 réalisée par Tim Burton, qui n'est pas vraiment une 2e adaptation du roman de Pierre Boulle, mais plus une réinvention du film de Franklin Schaffner de 1968. Mais alors, si vous avez vu le film de Tim Burton, il y a moins de gens qui l'ont vu. Euh, En même temps, il y a des points qui s'inspirent davantage de Pierre Boulle, quelques éléments qui viennent plutôt de Pierre Boulle, surtout vers la fin du film. Puis une sorte de prequel, puisque ça explore les débuts de comment les singes ont supplanté les humains, mais c'est aussi un reboot parce que ça, c'est pas vraiment, enfin, ça réinvente un peu l'univers. En 2011, qui est Rise of the Planet of the Apes de Rupert Wyatt, suivi de Dawn of the Planet of the Apes en 2014 de Matt Reeves, suivi de War for the Planet of the Apes en 2017, et peut-être, à mon avis, le moins bon titre, Kingdom of the Planet of the Apes,
en 2024 de Wes Ball. Et il prévoit un prochain film qui doit sortir en 2027. Donc il y a une franchise médiatique énorme autour de la planète des singes qui a à peu près complètement invisibilisé le roman de Pierre Boulle. Euh, et surtout cette franchise médiatique et surtout cinématographique, son point d'inspiration, c'est beaucoup plus le film de Franklin J. Schaffner de 1968, cette vision de la planète des singes qui est très particulière dans le film avec Charlton Heston. Euh, et finalement, tous les films, d'abord, il y a eu toutes les suites de ce film, mais ensuite toutes les réinventions, prequel, reboot, euh, sont beaucoup plus en dialogue avec le film de Schaffner qu'avec le roman de Pierre Boulle. Donc, ce serait intéressant d'avoir une nouvelle adaptation qui serait vraiment une adaptation directe du film de Pierre Boulle, mais ce serait sûrement assez étrange et assez surprenant pour le public d'aujourd'hui, parce que le film de Pierre Boulle ressemble beaucoup plus à cette image que vous voyez devant vous, avec le singe avec sa cravate et ses lunettes devant son ordinateur. Le film de Boulle ressemble beaucoup plus à ça qu'à ça, par exemple. Alors, je veux parler un tout petit peu, avant de parler du roman de Boulle. Si vous n'avez pas eu le temps de lire le roman, je voudrais parler un tout petit peu des différences entre le roman et son adaptation la plus célèbre, qui est le film de 1968. Donc, je vais supposer que vous connaissez le film de 1968. Je vais supposer que vous connaissez la fin du film de 1968, parce que je sais que c'est un peu un spoiler, mais c'est quand même une des fins les plus célèbres de l'histoire du cinéma. Donc, je ne vais pas trop en parler, mais bon. Mais je ne vais pas trop parler de la fin du roman de Boulle si vous ne l'avez pas lu, parce que c'est pas la même fin. Alors, les différences principales avec le film de Schaffner, c'est le héros tout d'abord. Alors, le héros est français, les personnages humains sont français parce que c'est un roman français. Euh, Leur vaisseau part, c'est assez drôle parce que leur vaisseau part de l'aéroport d'Orly, qui est un aéroport civil normal dans la région parisienne, et qui n'est même plus aujourd'hui le plus grand aéroport de Paris, puisque c'est Roissy, le plus grand aéroport. Donc c'est assez drôle de voir aujourd'hui ce vaisseau spatial partir d'Orly, alors que bien sûr les fusées spatiales françaises ne partent pas de France, enfin elles partent pas du territoire métropolitain de France, mais partent de Guyane. Ça c'est un détail amusant. Mais donc le héros s'appelle Ulysse Mérou, et c'est un journaliste, pas un astronaute professionnel. Donc il a un rapport différent euh, à la planète des singes quand il atterrit dessus. La différence peut-être visuelle la plus frappante, c'est que la société des singes dans le roman ressemble visuellement à la nôtre. C'est-à-dire que l'architecture est une architecture des années 60 européenne. La technologie est une technologie à peu près moderne aussi. Les vêtements que portent les singes sont des vêtements comme nous. En fait, les singes dans le roman de Boulle ressemblent à des humains d'aujourd'hui, sauf que ce sont des singes. Donc il n'y a pas cet imaginaire science-fictionnel qu'on a dans le film de Schaffner et dans tous les films subséquents, où les films présentent une culture vraiment très différente, notamment visuellement. C'est pas du tout le cas chez Boulle. La planète des singes est vraiment un miroir de la Terre des années 60, chez Boulle. L'action du roman se déroule pendant de nombreux mois. J'ai oublié de compter exactement combien de temps, mais c'est même plus d'une année, je crois. Euh, Alors que le film de Schaffner est beaucoup plus resserré chronologiquement. Ulysse, le protagoniste, a même un enfant avec Nova, l'humaine dont il tombe amoureux, l'humaine de la planète des singes. Euh, donc il y a vraiment une intrigue plurimensuelle. Et la différence peut-être narrative la plus importante, c'est que le célèbre retournement final du film est complètement absent du roman de Boulle. À la fin du film, Charlton Heston découvre que la planète des singes est en fait la Terre dans le lointain futur. Il a voyagé dans le futur, il est arrivé, il est revenu sur Terre, tout simplement. Et donc il y a cette image très célèbre avec la statue de la liberté qui est à moitié effondrée dans le sable sur la plage. Et Charlton Heston tombe à genoux et s'exclame You maniacs, et comprend qu'il est sur Terre. Donc c'est un des twist endings les plus célèbres de l'histoire du cinéma. Mais dans le roman de Boulle, c'est pas le cas. La planète des singes est vraiment une autre planète. Et
Ulysse Mérou et ses compagnons ont vraiment voyagé vers une autre planète. Il y a quand même une fin, il y a quand même un retournement final dans le roman de Boole que je ne vais pas divulguer si vous n'avez pas lu le roman. Euh, mais voilà, la fin dans le film de Schaffner ne vient pas de nulle part. C'est pas une invention complète du film de Schaffner. Il y a quand même une inspiration, il y a quelque chose, il y a un retournement final dans le roman de Boole euh, et qui a des échos thématiques un peu similaires. Boole était par ailleurs très mécontent du retournement dans le film. Il était contre. Donc il n'avait aucune influence sur le scénario, hein. C'est pas lui qui a écrit le scénario du film. Euh, mais il était contre ce retournement. J'ai pas trouvé pourquoi. Euh, je pense que peut-être parce que c'est trop différent du retournement du roman. Peut-être aussi, moi, ce qui m'a toujours gêné avec le retournement du film, c'est que c'est quand même des très mauvais astronautes s'ils sont partis de Terre et qu'ils sont simplement revenus sur Terre. C'est-à-dire que c'est comment est-ce que leurs appareils de navigation ont pu les ramener simplement sur la même planète? C'est ça qui m'a toujours un peu gêné. Mais bon. Alors, l'anecdote intéressante, c'est que les deux scénaristes qui ont écrit le scénario du film de Schaffner étaient tous les deux blacklistés suite au macartisme, en fait. Ils ont tous les deux été blacklistés par Hollywood et donc ils n'ont pas eu le droit d'être reconnus officiellement comme scénaristes du film au moment des Oscars. Et donc l'Oscar du meilleur, donc le film a gagné l'Oscar du meilleur scénario, mais le prix est allé à Pierre Boulle, qui était le seul scénariste officiel du film, alors que c'est pas lui qui a écrit le scénario. Donc c'est assez ironique. Ils ont été reconnus plus tard, quelques décennies plus tard. Donc voilà, le roman possède son propre retournement double, et en fait il y a un double retournement final dans le roman, qui est d'une nature un peu différente. Bon, mais ce que je vous propose, c'est qu'on oublie que tout ça existe, on oublie tous les films, toute la franchise multimédiatique qui a été bâtie sur le roman de Pierre Boulle, et on regarde un peu le roman pour ce qu'il est. Ce roman un peu étrange de 1963, avant qu'il a été adapté au cinéma, avant qu'il ait été, pardon, adapté au cinéma, avant tout l'imaginaire visuel qu'on peut avoir sur la planète des singes. Donc on va quitter Planet of the Apes, on va revenir à Monkey Planet, et on va s'interroger un peu dessus. Mais ça, c'est la couverture de la première édition de la planète des singes de Pierre Boulle en 1963. Une couverture très sobre, comme vous voyez, d'un éditeur sérieux, Julliard. Donc ça n'a pas été publié dans une collection de science-fiction. Ça a été publié dans une collection de littérature highbrow, littérature sérieuse, euh, grand public. Avec le type de couverture, typiquement en France, quand on publie un roman sérieux, c'est une couverture plutôt blanche. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on appelle parfois ça la littérature blanche, pour dire littérature highbrow, parce que les grandes collections de littérature sérieuse, comme NRF Gallimard, typiquement, ont une couverture type blanche ou jaune, jaune pâle. Alors, la question que je veux poser, on va pouvoir en discuter justement quand on va ouvrir la discussion, mais la question qui m'intrigue sur ce roman, c'est est-ce que La planète des singes est vraiment un roman de science-fiction? C'est un roman qui n'a pas été publié dans une collection de science-fiction. Euh, c'est un roman qui a été écrit par un auteur qui n'était pas un auteur de science-fiction. Et quand il a écrit La planète des singes, il n'avait pas écrit de texte qui ressemblait à de la science-fiction avant. C'est son premier roman qu'on peut assimiler à de la science-fiction. Et lui-même, Pierre Boulle, disait que ce n'était pas un roman de science-fiction. Donc c'est étrange parce que si vous avez lu le roman, vous avez vu, il y a un vaisseau spatial, on voyage vers une autre planète, on découvre une autre civilisation, il y a énormément de préoccupations scientifiques, archéologiques, biologiques, génétiques, etc. Donc comment est-ce que ça peut ne pas être un roman de science-fiction? Une citation euh, de Rod Serling. Alors, si vous connaissez Rod Serling, c'est le créateur de la série The Twilight Zone. Donc, grande série d'anthologie de science-fiction. Et Rod Serling était quelqu'un qui était très investi dans le genre de la science-fiction. Et lui-même reconnaissait que ce n'était pas un roman de science-fiction. Donc il a eu un propos célèbre sur le roman en disant As talented and creative a man as Boulle is, he does not have the deftness of a science fiction writer. Intéressant, une petite critique.
Boole's book was a prolonged allegory about morality more than it was a stunning science fiction piece. But it contained within its structure a walloping science fiction idea. Et Rod Serling a travaillé sur les premières versions du scénario du film de Schaffner. Et la légende, il n'y a pas de confirmation officielle, mais la légende veut que le twist ending du film de Schaffner vienne de Rod Serling. C'est lui qui l'a inventé. Mais la version du scénario de Rod Serling était assez différente de ce qu'on a fini par voir au cinéma, mais la fin, le retournement final viendrait de Serling. Donc un auteur de science-fiction, producteur de science-fiction, spécialiste de science-fiction, comme Rod Serling, dit que le roman de Boole n'est pas un roman de science-fiction, ce qui est assez intéressant. Donc je ne suis pas en train de dire que c'est pas du tout un roman de science-fiction, mais je pense qu'il faut prendre au sérieux ce que dit Pierre Boulle d'abord, et ce que disent les commentateurs de l'époque. Donc si on reprend ce que dit Serling, donc il parle d'une allégorie sur la moralité, est-ce que La planète des singes est plutôt un roman satirique ou philosophique, plutôt qu'un roman de science-fiction? Et dans ce cas-là, à quelle tradition littéraire est-ce que ce texte appartient? Donc voilà, la proposition que je vous fais, qui n'est pas une proposition qui vient juste de moi, hein, ce n'est pas une pure invention, mais c'est que le roman de Pierre Boulle, La planète des singes, plutôt que de le lire comme un roman de science-fiction, on peut le lire comme un des derniers exemples d'une assez longue tradition en littérature française des voyages extraordinaires, qui est un type de texte qui remonte à assez loin, remonte à l'époque classique, au XVIIe siècle, même au XVIe, hein, si on pense à Rabelais avec Gargantua, Pantagruel, mais qui est donc une tradition de voyage impossible vers d'autres planètes, vers d'autres territoires, mais qui permettent de réfléchir de manière souvent satirique, de manière souvent humoristique, sur les défauts et les excès de la société contemporaine. Donc, je vais vous donner quelques exemples pour que vous sachiez de quoi je parle. Donc la littérature française de l'âge classique, donc 17e, 18e siècle, emploie très fréquemment le motif du voyage vers un autre monde, que ce soit une autre planète ou un autre continent, à des fins satiriques. Et il y a quelques exemples en anglais, hein, célèbres aussi. Il y a eu plus de textes comme ça en français, mais il y a un exemple anglais célèbre dont je vais parler dans quelques minutes. Mais dans tous ces romans, tous ces textes, ça peut être des romans ou des nouvelles, l'autre monde présente un miroir déformant à notre monde actuel pour mieux en souligner les travers, les défauts, les excès. Et certains de ces textes sont parfois considérés comme des ancêtres de la science-fiction. Mais généralement, on ne les appelle pas des textes de science-fiction parce que ce sont des textes d'avant la révolution industrielle, d'avant le développement scientifique moderne, et ils ont une visée vraiment allégorique, satirique, plutôt qu'une visée spéculative, comme la science-fiction moderne. Mais certains des exemples les plus célèbres, un des exemples les plus anciens, ça va être les deux romans de Cyrano de Bergerac, donc le vrai Cyrano de Bergerac historique, hein, pas celui de la pièce de théâtre d'Edmond Rostand, euh, que sont l'histoire comique des États et empires de la Lune et l'histoire comique des États et empires du Soleil. Donc dans ces deux romans de Cyrano, le protagoniste, qui est Cyrano de Bergerac, hein, trouve un mécanisme pour voyager parmi les étoiles. Dans le premier roman, là vous voyez une illustration qui vient du premier roman où il se construit une ceinture avec des flacons remplis de rosée matinale. Parce que, comme il le dit, la rosée du matin, au fil de la journée, elle s'évapore et elle monte au ciel. Donc si je mets de la rosée matinale dans des flacons autour de ma ceinture, quand le soleil va se mettre à briller, la rosée va monter vers le ciel et je vais être moi-même enlevé au ciel par ma ceinture de rosée. Donc c'est évidemment un mécanisme humoristique de la part de Cyrano. Mais donc il voyage dans la Lune et il découvre la civilisation de la Lune, euh, où les Sélénites, les habitants de la Lune, sont des sortes d'humains mais qui vivent à quatre pattes, comme des animaux quadrupèdes, et qui ont donc une vision complètement différente de la réalité et aussi de la moralité et de la philosophie que des humains qui marchent sur deux pieds. Puis ensuite, dans l'histoire comique des États et empires du Soleil, il va dans le Soleil où il rencontre une civilisation faite d'oiseaux, enfin, et à chaque fois, c'est une façon de parodier la culture de l'Europe de son époque.
Micromégas de Voltaire, c'est une des nouvelles peut-être moins connues de Voltaire en 1752. Là, c'est le contraire. Ce sont des individus qui viennent d'autres planètes et qui voyagent jusque sur Terre. Et le protagoniste s'appelle Micromégas et c'est un géant qui fait plusieurs kilomètres de haut euh, et qui vient de Sirius et qui rencontre un autre personnage qui vient de Saturne. Vous pouvez voir sur l'illustration un autre géant mais qui est plus petit qui est à côté de lui. Donc c'est un Vénusien, non un Saturnien, un Vénusien, je me souviens plus, qui est plus petit mais qui est quand même beaucoup plus grand que les humains. Et les humains sont minuscules comme des insectes par comparaison. Rétif de la Bretonne, très près de la Révolution française, écrit La découverte australe par un homme volant, où, où des Français découvrent une civilisation complètement à l'opposé de la Terre, au sud de l'hémisphère terrestre, où les humains sont tous gigantesques et où leur société est complètement différente de la nôtre, et mieux organisée, fondée davantage sur les principes de la nature, etc. Et puis, j'aurais dû le mettre avant, chronologiquement. Là, c'est un voyage dans le futur. C'est l'an 2440, Rêve s'il en fut jamais, de Louis-Sébastien Mercier, où un personnage du XVIIIe siècle voyage dans le futur, dans un rêve, en 2440, et découvre une société plus démocratique, fondée sur des principes, presque des principes révolutionnaires, pré-révolutionnaires, d'égalité, de liberté. Donc c'est un roman de la vague pré-révolutionnaire à la fin du XVIIIe siècle. Alors l'exemple classique en anglais, bien sûr, c'est Les Voyages de Gulliver, Gulliver's Travels, de Jonathan Swift, en 1726, qui est beaucoup plus connu, à vrai dire, que beaucoup des exemples français que je viens de vous décrire. Et c'est tout à fait possible que Les Voyages de Gulliver de Swift ont influencé Pierre Boulle. Euh, Aujourd'hui, donc si vous n'avez pas lu Les Voyages de Gulliver, vous connaissez certainement le premier voyage de Gulliver, qui est le voyage à Lilliput, où Gulliver découvre une société humaine minuscule, et où lui est un géant, et les humains ont la taille d'insectes ou de souris. Mais il y a toute une succession de voyages de Gulliver dans le roman de Swift, et le dernier de ces voyages est probablement celui qui a influencé Pierre Boulle, puisque c'est un voyage au pays de cette espèce imprononçable qui sont les Weenham, qui sont des chevaux intelligents. Et sur l'île des Weenham, la race intelligente, l'espèce intelligente, ce sont les chevaux, et l'espèce domestiquée des animaux de bas, ce sont les humains, qui s'appellent les Yahoos. Et donc, c'est une inversion du rapport des espèces par rapport à ce que connaît Gulliver. Et Gulliver découvre une société des Weenham qui est extrêmement sophistiquée, subtile, artistique, philosophique, alors que les Yahoos sont des animaux brutaux, violents, absolument détestables. Et à la fin de son séjour chez les Weenham, Gulliver retourne chez les humains, mais il est dégoûté par les humains. Il ne veut plus passer de temps, même avec sa famille. Il veut juste vivre avec les chevaux et il est absolument horrifié par l'espèce humaine. Donc, il y a là un retournement des espèces qui est à peu près exactement le même que celui de la planète des singes où ce sont les singes qui sont à la place des humains et les humains qui sont à la place des singes, évidemment. Il n'y a pas tout à fait la même idéalisation des singes chez Boulle, alors que chez Swift, les Weenham sont vraiment une espèce encore plus sophistiquée, encore plus artistique que les humains normaux. Les singes de Boulle sont présentés de manière un peu différente, mais il y a quand même cette inversion des espèces qui amènent un grand moment relativiste chez Ulysse Mérou. Donc, il faut peut-être lire La planète des singes de Boulle comme un conte philosophique à la manière de Voltaire, par exemple, plutôt que comme un roman de science-fiction. En tout cas, c'est une possibilité de lecture qui a été effacée par les films, par la franchise médiatique de Planet of the Apes. On a oublié finalement
que le roman de Boole était plutôt un roman satirique philosophique, plus qu'un roman de science-fiction. Et puis, le film de Schaffner, finalement, euh, le message final du film de Schaffner, c'est vraiment sur la capacité humaine à l'autodestruction. C'est ça, la découverte de la Statue de la Liberté, Humaniacs, etc. C'est vraiment l'humanité qui s'est détruite elle-même, beaucoup plus que le renversement relativiste des espèces. Et si vous avez vu les autres films, par exemple Beneath the Planet of the Apes, le deuxième film, c'est encore plus un film sur l'autodestruction, la capacité apocalyptique de la science. C'est pas, ce qui n'est pas du tout le sujet de Boole. Boole, ce qui l'intéresse, c'est vraiment ce retournement des espèces. Qu'est-ce que ça fait de se voir dans la position de l'autre, d'imaginer l'humanité comme espèce asservie, comme espèce non intelligente, et une autre espèce au sommet de la hiérarchie naturelle. Donc je dirais que c'est ça. Si on réfléchit un peu avant de conclure, je voulais juste proposer un peu trois, trois grands thèmes euh, du roman de Boole. Premièrement, la centralité de l'espèce humaine. Ça, c'est le thème le plus évident. C'est ce retournement qui fait s'interroger le lecteur. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, moi, de dire que je fais partie de l'espèce dominante? Comment est-ce que je traite les animaux? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que c'est normal que je sois l'espèce dominante? Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un autre monde où le rapport est inversé? Et c'est ce regard que propose Pierre Boulle, donc une sorte de message philosophique de relativisation, qui est assez manifeste. Et c'est pas le seul auteur qui réfléchit à ça à la même époque, même en France. Donc je parlais de Stéphane Wool. Donc si vous avez vu ma séance sur Newark de Stéphane Wool, euh, vous savez que c'est quelque chose qui préoccupait Wool, même dans Newark, puisque dans Newark, on est dans le futur lointain où les humains sont redevenus les hommes des cavernes et l'espèce dominante sont des pieuvres, des sortes de poulpes super intelligents. Euh, mais il a écrit un autre roman en 1957 qui est encore plus proche du roman de Pierre Boulle, qui s'appelle Homme en série, qui est un roman où les humains ont été domestiqués par une espèce extraterrestre, qui est une espèce géante, qui est encore donc plus intelligente, plus développée euh, que les humains. Et donc les humains sont traités comme des animaux de compagnie, comme des chiens ou des chats. Et il y a une rébellion des humains justement euh, contre leur maître. Donc le roman de Wool opère cette inversion humain-animal de manière très forte, d'une manière qui ressemble à la planète des singes de Pierre Boulle quelques années avant. Un deuxième thème qui est très clair dans le roman de Boole, mais qui disparaît complètement des films, c'est la question de de l'imitation, de la rigidité et de l'immobilisme. C'est-à-dire que la grande différence entre les singes dans la planète des singes et les humains de la Terre, c'est que les singes de la planète des singes sont une espèce imitative. Donc ils imitent ce qu'ils voient, ils reproduisent ce qu'ils voient, mais c'est une espèce qui crée très peu, qui invente très peu. Et c'est leur grand problème. Et donc, leur évolution technologique, leur évolution scientifique est très lente. C'est une espèce qui existe depuis des dizaines de milliers d'années, mais leur civilisation a atteint un stade de développement qui évolue très lentement depuis ce temps-là. Et en réalité, il y a une explication ensuite, dans la dernière partie du roman, il y a une explication à ça qui est donnée, qui est une des révélations vers la dernière partie du roman. Mais c'est un des grands problèmes, notamment dans les différentes espèces de singes, parce que donc la société est organisée autour de trois espèces, qui sont les gorilles, les chimpanzés et les orang-outans. Les gorilles sont l'espèce guerrière, donc plutôt la police, l'armée, etc. La domination un peu aristocratique guerrière. Les orang-outans sont les institutions, l'université, etc., le savoir officiel, l'académisme, si vous voulez. Et ce sont les grands protecteurs de cet immobilisme et qui refusent le progrès, les nouvelles inventions. Et il y a il y a une critique assez violente de l'université et du savoir institutionnel à travers les orang-outans. Et puis les chimpanzés, au contraire, c'est l'espèce la plus vive,
la plus inventive, la plus progressiste, en fait, qui est capable de développer le savoir. Euh, et notamment les deux chimpanzés qui vont sympathiser euh, avec Ulysse Mérou, Zira et Cornelius, sont de ce côté, du côté de l'exploration, de la découverte, de l'invention, de la curiosité. Mais leur désir de curiosité est réprimé par les orang-outans. Euh, mais finalement, ce que nous montre le roman de Pierre Boulle, c'est une certaine vision aussi de l'humanité. C'est-à-dire que nous aussi, nous sommes sans cesse attirés par cet immobilisme, cette rigidité, ce désir d'imitation. Et nous-mêmes, c'est- notre capacité à progresser, à évoluer, à changer est sans cesse menacée par notre désir de confort, de stabilité et de répétition des habitudes anciennes. Donc, d'une certaine manière, en montrant la planète des singes comme ça, Pierre Boulle nous amène à nous interroger aussi sur la façon dont notre propre société fonctionne. Est-ce que nous sommes vraiment cette espèce d'image du progrès permanent que nous aimons, avec laquelle nous aimons nous représenter. Et finalement, le dernier thème euh, que soulève le roman, et qui lui aussi apparaît moins clairement dans les films, c'est la question de qu'est-ce qui nous rend humains, finalement. Est-ce que les humains de la planète des singes, donc ceux qui sont revenus à un état animal, un état pré-verbal, est-ce qu'ils sont moins humains que les humains de la Terre, qui ont une civilisation verbale, technologique, etc. Est-ce que les singes de la planète des singes sont davantage des humains? Est-ce que les chimpanzés qui sont plus curieux, plus inventifs, sont davantage humains que les orang-outans ou les gorilles? Euh, c'est difficile à dire. Et, euh, et est-ce que l'espèce humaine, entre guillemets, c'est celle qui reprend à chaque fois la torche de l'inventivité, de la curiosité? Euh, est-ce que, est-ce que les humains de la planète des singes, donc les humains préverbaux, peuvent revenir à un état verbal et à un état de culture complexe? Donc il y a une espèce d'interrogation là-dessus que le roman ne résout pas de manière complètement claire en laissant la question en suspens. Je dirais aussi qu'il y a un aspect du roman qui est pas vraiment, c'est pas vraiment un thème du roman, donc je l'ai pas mis dans la liste des thèmes, mais c'est plutôt quelque chose qui est un peu impensé, un peu inconscient de la part de Boulle. C'est la question raciale. Euh, Parce que Boulle nous présente une société des singes avec trois espèces de singes, en fait, gorille, orang-outan, chimpanzé, avec une hiérarchie sociale et une hiérarchie des pratiques qui est fondée sur ces trois espèces de singes. Euh, et ça, Boulle ne le met jamais vraiment en lumière comme quelque chose de potentiellement problématique ou quelque chose qui peut permettre de réfléchir sur le racisme ou quoi que ce soit. Pour lui, il y a vraiment trois espèces qui ont des capacités, des facultés différentes. Donc nous, quand on lit ça aujourd'hui en 2025, ça paraît un peu étrange. Il y a une espèce de quelque chose qui relève de l'inconscient, de l'inconscient peut-être racial, qui n'est pas très très clair. Euh, donc ça, c'est intéressant, c'est quelque chose que Boulle n'a peut-être pas voulu, mais qui crée un écho un peu particulier aujourd'hui, alors qu'on est à peu près 60 ans après le roman, donc deux ou trois générations après le roman de Boulle. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire moi-même sur ce texte. Mais j'espère que certains d'entre vous, vous avez eu le temps de le lire. Euh, je serais curieux de savoir ce que vous en avez pensé. Puis évidemment, je serais ravi de répondre à vos questions également. Alors, je vais prendre la liste des participants. Oui, Julie. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante et aussi pour la suggestion de ce roman, parce que c'est vrai que je crois que beaucoup de personnes connaissent la planète des singes, mais j'étais très étonnée de découvrir que c'était un roman français au début et c'est aussi assez facile à lire parce que c'est plutôt court. Ouais. Et
je n'ai pas pensé à la question du genre. J'avais assumé euh, euh, que c'était un roman de science-fiction, Bien sûr. mais pendant ma lecture, je me suis dit, mais euh, par rapport aux autres romans de science-fiction, il y a beaucoup moins de la science Oui, et donc c'est moins compliqué à lire. Um, j'ai une question sur le rôle du professeur en tel dans le oui, roman parce que euh, cela m'a laissé un peu perplexe et je me demande si c'était l'expérience de Pierre Boulle comme prisonnier de guerre qui a, qui a influencé la création de ce personnage qui a été euh, empiégé par oui. son traumatisme ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que Oui. vous en pensez? Alors, c'est très intéressant. J'aime beaucoup votre interprétation parce que moi, euh, alors, je pense que vous avez raison. Je pense que sans doute qu'il y a un souvenir de la période carcérale de Pierre Boulle au Vietnam et que c'est le trauma finalement du professeur Antel qui est tellement qui est brisé par son expérience, en fait, parce qu'il régresse à un état préverbal, justement, comme vous vous souvenez, et peut-être qu'il y a là un souvenir de cet emprisonnement. Parce que cet emprisonnement à Saigon, c'est quelque chose qui fait écho dans plusieurs des romans de Pierre Boulle. Il y a Le pont de la rivière Kwai, mais ensuite il a écrit un roman à peu près autobiographique qui s'appelle, j'ai oublié comment ça s'appelle ma propre rivière Kwai ou quelque chose comme ça, ou Ma rivière Kwai, où il parle de sa vraie expérience. À cette époque, c'était 2 ans quand même dans des conditions très difficiles. Et puis il a d'autres romans où il revient en Asie du Sud-Est justement comme cadre. Donc je pense que c'était un événement traumatique pour lui et qui revient dans plusieurs textes. Mais je vous remercie de dire ça parce que j'y avais pas pensé du tout. Euh, Moi, je l'ai juste vu à l'intérieur du système du roman comme une façon de représenter la fragilité de ce que c'est qu'être humain, en fait, de la nature humaine. Ulysse Mérou reste un humain pendant tout le roman, et puis il arrive à dialoguer avec Zira, avec Cornelius, etc. Alors que Antel, qui est pourtant le personnage intellectuel de l'expédition, c'est le scientifique, c'est lui qui dirige toute l'expédition. Ulysse est juste là comme témoin. Le professeur Antel a la dégradation la plus dramatique, en fait, d'une des personnes les plus intelligentes de la Terre à simplement un humain animal sur la planète. Donc, c'est aussi cette réflexion sur la fragilité de ce qui nous rend humains. Mais je pense que là aussi, ça se connecte à l'expérience carcérale de Pierre Boulle, parce que c'est le problème du roman Du pont de la rivière Kwai. Comment est-ce qu'on garde, comment est-ce qu'on reste des hommes civilisés dans ces situations extrêmes? Puisque le protagoniste du pont de la rivière Kwai veut il garde son idée de qu'est-ce qu'un soldat britannique doit faire, il reste obsédé par l'idée du bon travail, en fait. Et donc il construit le pont pour les Japonais, alors que c'est contraire au but de l'armée britannique, évidemment. Mais il a cette fierté individuelle de soldat anglais de dire je vais construire le meilleur pont possible, même si c'est pour l'ennemi. Et donc il y a cette idée de comment est-ce qu'on garde sa propre identité, en fait. Qu'est-ce qui construit notre identité et comment est-ce qu'on conserve notre identité? Et le professeur Antel, lui, perd complètement son identité. Mais j'aime beaucoup votre explication et je pense que vous avez absolument raison. Ouais, ouais. Il y a cette expérience de prison qui est qui fait écho dans plusieurs romans de Boulle. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Vous pouvez les taper dans les commentaires ou utiliser l'icône main levée. Ouais. Je peux. Oui, Ouais. Justine. Ok. Bah, merci beaucoup également pour la présentation qui était très intéressante.
Pour ma part, alors j'ai terminé le livre hier. Je suis un peu sortie de ma zone de confort parce que je lis pas du tout de. On a dit que c'était pas vraiment de la science-fiction, mais voilà, Ouais, voilà. Et finalement, effectivement, je l'ai trouvé très accessible. Euh, et on se prend facilement dans l'histoire. En fait, pour moi, je vois plus de science-fiction au début et à la fin du livre, quand on a alors, les deux personnages dont j'ai oublié le nom qui voyagent dans l'espace et une fois qu'on atterrit sur la planète Sorare, on est plus dans une forme voilà de réalité. Moi, j'ai trouvé très intéressant la thématique autour de l'animalité versus l'humanité, où on voit effectivement donc la comparaison entre Ulysse et le professeur qui décline complètement, et même le personnage d'Ulysse qui, euh, alors, peut-être que je me trompe, mais qui semble être toujours un petit peu tiraillé entre son animalité quand il tombe amoureux de Nova, etc. ouais, Et finalement, quand il se reprend et qu'il rejette complètement Nova et qu'il essaie, voilà, de se rapprocher des singes intelligents, etc. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, est-ce qu'il y avait peut-être un message de la part de l'auteur de attention, l'intelligence peut décliner si on cherche la facilité ou quelque chose comme ça. Ouais. ouais, ouais. Non, vous avez complètement raison. Mais c'est intéressant qu'à la fois, Julie et vous dites que c'est de la science-fiction, mais c'est quand même plus facile que de la science-fiction, parce que finalement, la science-fiction, bon, j'adore la science-fiction, mais en science-fiction, souvent, on se complaît un peu dans les aspects scientifiques. C'est-à-dire qu'on aime ça. Et souvent, voilà, on aime développer l'aspect le plus scientifique possible autour de ce qui est proposé par le roman. Alors que Pierre Boulle minimise ça le plus possible. C'est vrai que c'est un peu au début à la fin. Il y a les personnages de Jim et Phyllis dans le récit cadre. Ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas dans le film de Schaffner, l'idée qu'il y a un récit cadre de deux personnages qui découvrent l'histoire d'Ulysse Mérou. Euh, mais ce que vous dites est très juste sur ce rapport à humanité-animalité, et notamment dans la double attraction de Nova, d'une part, qui est une humaine sur le plan biologique, mais qui est un animal sur le plan comportemental, et inversement Zira, qui est un singe du point de vue biologique, mais qui est spirituellement, intellectuellement au même niveau qu'Ulysse Mérou, et avec qui il peut communiquer. Et cette attraction est vraiment c'est une réflexion déjà sur l'amour. Qu'est-ce qui nous attire dans l'autre personne quand on est amoureux? Est-ce qu'on est amoureux d'un corps, d'une âme? Est-ce qu'on peut surmonter Ulysse éprouve du dégoût physique envers les Mm. singes, mais après un moment, on sent qu'il va peut-être passer outre. Euh, et qui est la plus humaine des deux, en fait? Est-ce que c'est Zira ou est-ce que c'est Nova? Et est-ce que Ulysse, pour préserver son humanité, doit plutôt rester avec Nova ou avec Zira? Et est-ce qu'il prend la meilleure décision? Bon, Zira, par ailleurs, elle est en couple avec Cornelius, donc ça complique les choses. Donc il y a un potentiel triangle amoureux. Mais oui, il y a quelque chose de vraiment intéressant et qui reste ambigu. Et Boulle se réjouit de cette ambiguïté, je pense. Mm. Il aime rendre son lecteur un peu inconfortable dans cette affaire, je pense. Les choses ne sont pas réglées de manière parfaitement claire. Euh, mais ouais, mais foncièrement, il y a une chose dont j'ai pas parlé, mais qui aussi traverse le roman, c'est que l'autre texte, donc j'ai parlé des voyages extraordinaires, mais le voyage extraordinaire, disons le premier voyage extraordinaire, c'est celui auquel le nom d'Ulysse Mérou fait écho, qui est l'Odyssée d'Homère, évidemment. Donc Ulysse Mérou s'appelle Ulysse comme le héros de l'Odyssée. Ensuite, il y a très peu de rapport entre la planète des singes et l'Odyssée. Il ne reprend pas vraiment d'éléments qui viennent de l'Odyssée, mais il y a quand même cette idée d'une tradition mythologique qui nous éloigne encore plus de la science-fiction. Et avec un nom de personnage qui est assez humoristique, Ulysse Mérou, parce qu'un mérou, c'est un gros poisson, hein. Donc le fait de l'appeler Ulysse Mérou, c'est à la fois un écho mythologique, mais aussi un prénom comique, Mérou. Donc ça nous montre dès le début, dès le nom du personnage, on comprend qu'on n'est pas dans un roman complètement sérieux, on n'est pas dans un roman de science-fiction normal, parce qu'il aurait un nom normal dans ce cas-là, ou alors il aurait un nom futuriste. Mais on est dans un roman qui va être peut-être satirique, peut-être un petit peu ironique, parodique.
Euh, voilà. Mais oui, oui, la relation, le duo Nova-Zira a des échos métaphoriques assez importants. Alors j'ai vu qu'il y avait d'abord la main de Jennifer, puis ensuite Victoria. Bonjour, merci beaucoup Bonjour pour cette Jennifer. présentation. Ça m'a fait plaisir, comme toujours, et contente que ton année sabbatique soit finie. Oh, moi je suis moins content. Ah oui, je sais, mais pour nous, Mais c'est je suis toujours ravi d'être au club de lecture, ça c'est sûr. ouais. Ouais, merci beaucoup du fond de cœur. Pour moi, le ressenti en le lisant, c'était beaucoup plus un commentaire sur l'état humain et la société que d'être un roman science-fiction. En fait, j'étais j'étais si engrossée par l'histoire sur la planète Soror que Oui. j'ai presque oublié ou mis de côté tout le voyage spatial, en fait. C'était juste à la fin, je dis, oh oui, 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 il y avait toute cette voyage et toute cette histoire, mais c'était presque comme un sandwich de science-fiction. Je suis d'accord avec Justine qu'il y a plus de la science-fiction ou le ressenti d'un livre de science-fiction au début et à la fin. Donc, ça, c'est le pain de mon sandwich. Et au milieu, c'est vraiment pour moi un commentaire sur la société. Les personnages sont tellement bien écrits que j'ai cru que ça se passait comme ça et normalement, c'est difficile de me faire croire des choses comme ça. Et pour moi, il y avait aussi un thème de fragilité. Mhm. Et oui, avec le professeur et son déclin, mais aussi de notre domination dans la société. Et nous, je crois, dans notre vie quotidienne, nous prenons pour acquis que la domination, c'est très... Même entre pays. On voit des choses maintenant qu'on croyait que peut-être on ne verrait jamais. Et maintenant, tout change, mais ça n'a pas pris beaucoup pour faire changer des choses. Alors, dans le roman, je trouve que ça, c'est un thème aussi. C'est hyper fragile, notre position dans le monde, même entre les espèces, et aussi de notre, comment est-ce qu'on dit, notre sanity, Mhm. comment est-ce qu'on dit en français? Notre, Sanity? oui, notre santé mentale. Ouais. Oui. Et alors, j'ai bien aimé ça, mais aussi, ça a touché un thème très perso pour moi parce que avant, je travaillais dans un laboratoire comme ça et on faisait des expériences sur les animaux. Ah oui. Alors, pas les singes, mais c'était vraiment proche, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Et ça me fait penser en le lisant, comment est-ce que le lapin se sentait et tous les souris, quoi. Mais c'était juste, ça a ouvert une possibilité de penser autrement. Ouais. Alors, Non, non, absolument. et je n'ai jamais vu le film. Alors, c'était une très Ah. bonne occasion. Alors, merci pour ça. Ouais, le film est très bien, hein. Moi, j'aime beaucoup. Le premier film hein, est très bien. Le film de Shatner, c'est quand même un classique. Euh, c'est vrai que le film prend le potentiel du roman et l'amène dans une direction vraiment intéressante. Mais oui, oui, vous avez absolument raison. Il y a cette idée de la fragilité et des hiérarchies qui sont des hiérarchies symboliques en grande partie, des hiérarchies inventées. Euh, c'est, Fondamentalement, c'est un roman anti-spéciste. Donc le spécisme, c'est l'idée que l'espèce humaine est différente des autres espèces animales, qu'il y a donc une espèce de frontière nette entre l'humanité d'une part et toutes les autres espèces animales, et qu'il y a même une espèce de domination naturelle que l'humain peut exercer sur les autres animaux. Et la planète des singes est fondamentalement antispéciste puisque le message de la planète des singes, c'est que les humains sont des animaux parmi d'autres qui, à un moment donné de leur évolution, peuvent se retrouver dans une position de force, mais qui est une force qui n'est pas une force de droit, c'est une force
simplement de fait. Et donc nous imposons notre domination, mais cette domination n'est pas intrinsèque, elle n'est pas essentielle à notre nature humaine. Et la planète des singes nous montre une situation complètement inversée, où c'est une autre espèce qui est au sommet de la hiérarchie. Et c'est exactement la même chose dans le roman de Stephen Wool, dans Homme en série, où voilà, c'est une autre espèce qui est l'espèce dominante, et nous sommes simplement des animaux domestiqués. Euh, et c'est à la fois, ça m'a intéressé ce que vous avez dit sur votre expérience en laboratoire, parce que ça nous fait réfléchir à la fois, ça nous fait nous poser une question philosophique de quelle est notre place dans les ordres du vivant, en fait, donc dans la biologie, dans le fonctionnement global de l'écologie, mais ça pose aussi la question de l'empathie, effectivement, de quand nous traitons les animaux d'une certaine façon, comment est-ce que les animaux le ressentent eux-mêmes, quelle est leur propre expérience. Euh, et donc voir sur la planète des singes, euh, ce qui est l'idée géniale de Pierre Boulle, c'est pas seulement de montrer une planète où les singes sont l'espèce dominante, c'est de montrer une planète où les humains sont des animaux comme les autres, en fait. Donc c'est ça le double choc de la planète des singes, c'est les singes dominants et les humains animalisés. Parce qu'on se met à la place de ces humains et on se dit, ah, est-ce que je peux voir à travers les yeux de ces humains animalisés? Et donc, est-ce que je peux comprendre les animaux, les espèces animales non humaines sur Terre aussi. Donc il y a vraiment Oui, voilà, un bouleversement des perspectives. et dans le livre et aussi dans le contexte de le laboratoire, c'est aussi la question que le traitement des animaux Oui, versus sauver les vies humaines. oui. Mais le résultat n'est pas vraiment clair pour moi. Mhm. Après avoir fait tout ça, parce que qui veut dire que oui, on domine, alors on a la capacité d'en faire. Mhm. Mais est-ce qu'on a le droit moral de le faire? Oui. Ouais, ouais. Non, non, mais c'est ça. Le roman pose la question aussi. Et le roman complique les choses puisque Ulysse Mérou lui-même n'oublie jamais complètement qu'il est un humain. Donc même s'il est d'accord avec les singes, s'il est du côté des singes vers la fin, ça reste compliqué. Donc oui, oui, ça pose la question sans la résoudre. Et c'est là aussi quelque chose qui éloigne un peu Pierre Boulle de la science-fiction, c'est que la science-fiction, parfois, pas toujours, hein, je veux dire, la science-fiction est capable de complexité très avancée, même aussi sur le plan moral, mais parfois la science-fiction aime donner des réponses aux questions qu'elle soulève, des réponses un peu plus claires, alors que Pierre Boulle reste dans l'interrogation. Ça me fait penser à un autre point qui éloigne le roman de la science-fiction, c'est que finalement, le roman de Boulle est beaucoup plus tourné vers le passé, surtout vers la fin, dans la dernière partie puisqu'il y a toute cette exploration archéologique de d'où viennent les singes, etc. Euh, alors la science-fiction est plus tournée vers l'avenir, hein, généralement, le futur, alors que là, finalement, c'est un roman sur l'archéologie, en fait. Et quelle est la science centrale dans La planète des singes? C'est l'archéologie, qui est une science qu'on ne voit pas souvent représentée en science-fiction. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant aussi. Mais là, je fais une digression. Alors, Victoria. Bonjour, bon matin, Patrick, merci pour votre présentation. Moi, j'étais un peu surprise de votre question de genre, parce que votre question suppose que peut-être la littérature de science-fiction, c'est quelque chose pas sérieux, quelque chose très amusant. Oui, mais pour moi, il y a beaucoup de livres de science-fiction, la plupart des livres de science-fiction qui s'agit, je ne sais pas, de conjugation de notre société, de notre problème. Et c'est, comment dire, la toile de fond qui est différente. C'est comme les décorations de théâtre sont différentes, mais le sujet, c'est le même sujet. C'est notre société, notre problème de morale. Eh bien sûr, peut-être ça dépend de la définition. Pour
combien de technologies étaient utilisées, technologies imaginaires. Bien sûr, peut-être c'est moins dur comme la science-fiction de Isaac Asimov ou Ian Banks, mais je pense que l'ordre de la littérature sérieuse, c'est le même ordre comme ça. Qu'est-ce que vous pensez? Alors, oui, oui, alors, je vous aide sans ambiguïté. La science-fiction est absolument capable de réfléchir aux grandes questions de manière aussi sérieuse et de manière aussi aboutie que la littérature highbrow, comme on dit. Et je ne pense pas du tout que la science-fiction soit quelque chose de moins sérieux. Moi-même, j'écris de la science-fiction. Je suis auteur de fantasy de science-fiction, donc je prends ça au sérieux. Ce qui m'intéressait, c'était le commentaire de Pierre Boulle qui dit que ce n'est pas un roman de science-fiction, le commentaire de Rod Serling qui dit que ce n'est pas de la science-fiction. Chez Pierre Boulle, on peut supposer que peut-être que lui trouve que la science-fiction, c'est pas sérieux, et il veut dire mon roman est sérieux, pas comme de la science-fiction. Mais chez Serling, c'est le contraire. Serling dit Pierre Boulle doesn't have the deftness of a science fiction writer. Donc pour lui, Pierre Boulle n'a pas tout à fait la compétence nécessaire pour être un auteur de science-fiction. Parce que chez Serling, justement, enfin le point de vue de Serling, c'est que la planète des singes est peut-être n'a pas tout à fait la rigueur, l'exactitude, le degré d'exigence que devrait avoir un roman de science-fiction. Euh, et je pense plutôt que ce que je veux dire, c'est que la, la planète des singes est dans une tradition littéraire différente que la science-fiction. C'est-à-dire que c'est un roman qui ressemble à de la science-fiction et qui a des éléments de science-fiction, mais qui vient d'une autre ligne, d'un autre lignage esthétique, en fait, je pense. Et c'est ça qui le rend intéressant par rapport aux films. Les films de la planète des singes sont des films de science-fiction et qui posent des questions. Ils ne sont pas tous très bons, hein, mais les meilleurs de la série posent des questions fondamentales, comme le premier film de Schaffner, par exemple, ou comme Rise of the Planet of the Apes, par exemple, celui de 2011, qui pose cette question justement, qui montre le singe César dans des expériences scientifiques, hein, dans ce contexte de laboratoire, justement. Euh, donc pour moi, non, la science-fiction est absolument capable de poser des questions fondamentales euh, et de poser des questions même que la littérature highbrow, la littérature sérieuse, entre guillemets, n'est pas forcément capable de poser. Euh, Parce que la littérature sérieuse, aujourd'hui, s'intéresse beaucoup plus à des questions d'intériorité individuelle, finalement, à des questions voilà, d'expérience individuelle, intime, alors que la science-fiction est toujours capable de poser des grandes questions civilisationnelles, par exemple. Des questions sur le long terme, sur l'évolution historique, des questions sur la notion d'espèce, la notion de progrès. Donc je pense que la science-fiction est en fait euh, capable de poser des questions qui sont d'une urgence, d'une immédiateté, parfois beaucoup plus grande. Donc voilà, je suis absolument convaincu que la science-fiction a le même degré de qualité et de potentiel que tout autre type de littérature, absolument. Hmm. Oui, et je pensais que peut-être vos exemples des livres de le passé, euh, peut-être c'était science-fiction pour eux, pour leurs âges. Mais maintenant, on regarde les livres comme peut-être plus fantasy, fantasme comme science-fiction parce que il y avait plus de technologie maintenant. Mais peut-être dans le passé, c'était comme un genre de science-fiction pour eux. Merci. Alors, oui, oui, mais non, merci à vous. Ben, là, vous soulevez une question très intéressante qui est la question des origines de la science-fiction. Et là, il y a vraiment deux écoles chez les spécialistes de la science-fiction. Il y a ceux qui vont vous dire la science-fiction existe depuis toujours. En fait, on peut trouver des textes qu'on peut considérer comme de la science-fiction depuis l'Antiquité. Souvent, on va donner l'exemple de l'histoire véritable de Lucien de Samosate, qui est un texte antique assez comique d'ailleurs. Et puis, on va donner des textes comme Rabelais, comme Cyrano de Bergerac, etc. Et on peut trouver des exemples dans d'autres cultures, en Asie notamment, et ainsi de suite. Et il y a une autre école qui va dire non, la science-fiction vraiment émerge
à l'époque industrielle et répond à des besoins culturels, sociaux spécifiques de l'époque industrielle et, et du développement scientifique moderne. Et c'est un genre qui réfléchit sur le potentiel des découvertes scientifiques modernes, en fait. À la différence des textes plus anciens comme Cyrano de Bergerac, etc. Et qui vont dire le premier roman de science-fiction, c'est Frankenstein de Mary Shelley, par exemple, qui est souvent considéré comme le tout premier, qui réfléchit vraiment sur le potentiel des innovations scientifiques. Euh, Moi, j'ai tendance à avoir plutôt cette deuxième approche. Personnellement, je fais plutôt partie de cette deuxième école. Et même chose pour la fantasy, plutôt un genre d'invention moderne au 19e siècle. Euh, Parce qu'avant, on est dans un paradigme du savoir qui est différent. Et donc, c'est pas exactement considéré comme de la spéculation scientifique au sens moderne. Mais on peut avoir l'autre opinion. Les deux opinions se justifient, hein, les arguments sont bons. Donc, c'est pour ça que certains de ces textes sont considérés comme des ancêtres de la science-fiction, mais ils n'ont pas tout à fait la même, le même type de visée. C'est-à-dire que c'est des textes qui ont une visée en grande partie allégorique, métaphorique. Alors que la science-fiction moderne, elle est pas principalement allégorique. Quand Ian Banks, par exemple, écrit des romans de science-fiction, son premier but, c'est pas de faire une allégorie. Son premier but, c'est de faire une histoire de science-fiction où il spécule sur son univers. Et il propose une spéculation réelle. Euh, et ensuite, il y a un impact métaphorique, philosophique, c'est sûr. Alors que chez des auteurs comme Cyrano de Bergerac ou Voltaire, le but, c'est pas de faire une spéculation réaliste, c'est de faire une réflexion allégorique. Donc c'est plus une question d'équilibre, en fait, c'est ça que je dirais. Et Pierre Boulle, c'est intéressant parce qu'il écrit dans les années 60, alors que la science-fiction moderne existe déjà depuis longtemps, mais je pense qu'il est plus dans ce mode allégorique finalement. Euh, mais c'est tellement, la différence est tellement subtile d'une certaine manière que dès qu'il est adapté au cinéma, l'adaptation, elle, va plutôt choisir le camp de la science-fiction en réfléchissant à qu'est-ce que c'est que cette civilisation des singes, quel type d'architecture est-ce qu'ils utilisent, comment est-ce qu'ils s'habillent, comment est-ce qu'ils sont différents de nous. Donc ils sont vraiment représentés comme une culture autre. Donc ils vont beaucoup plus réfléchir sur ces questions qui sont des questions de science-fiction, l'altérité, comment fonctionne l'autre monde, euh, en minimisant cet aspect allégorique. Euh, mais voilà. Mais c'est vraiment je vous remercie pour votre question parce que vous mettez le doigt sur le cœur du problème. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Merci Patrick et je voudrais dire que c'est une bonne discussion. Merci tout le monde. Comme beaucoup, j'ai découvert ce titre grâce au film de Monsieur Eston. Et en France, les singes, les masques, les visages spécifiques me terrifiaient. Alors, mes parents ont été attirés par cette histoire dans les fins d'année 1970, les 20 ans, les 80 ans, en raison de son lien avec les questions, les issues raciales. Et pour moi, ce roman est plus qu'une fable philosophique en langage de science-fiction. Pour moi, le traitement des animaux est aussi égal à celui que nous faisons les unes autres aux autres. M'excuse. Oui, non, non, vous avez absolument raison. C'est très juste. Et surtout dans les films, c'est quelque chose, c'est une métaphore qui devient très apparente dans les trois derniers films de la première série, Escape from the Planet of the Apes, Conquest of the Planet of the Apes et Battle for the Planet of the Apes, où vraiment donc les personnages de Zira et Cornelius retournent dans le passé à l'époque de la domination humaine et se retrouvent à vouloir libérer les singes, en fait, et à créer un mouvement de libération qui fait une sorte d'écho à la question des droits civiques, en réalité. Donc, surtout dans ces films-là, la question apocalyptique disparaît un petit peu.
Et ça devient plus une question d'égalité raciale, absolument. Et chez Boulle, je ne sais pas dans quelle mesure Boulle le conçoit de manière claire à ce potentiel-là. Je pense que Boulle est dans une perspective spéciste, mais en fin de compte, oui, comme les humains, finalement, il n'y a pas de différence fondamentale entre les humains comme Ulysse Mérou et les singes comme Zira et Cornelius, finalement. Euh, ils sont la même espèce. La différence biologique, en fin de compte, n'est pas importante. C'est pas ça qui compte, en réalité. Euh, Ulysse reste sur l'idée biologique et il reste avec Nova, finalement, mais la réalité, c'est que les vrais personnages qui sont comme lui, c'est Zira et Cornelius. C'est les autres singes. Et le roman de Boulle nous pousse à minimiser tout ce qui peut être différence visuelle, physique, etc. Et à nous dire que la biologie, finalement, la biologie n'est pas une fatalité. La biologie est un accident. Et que ce qui est vraiment important, euh, c'est ce, c'est ce désir de curiosité, ce désir de réflexion, d'autocritique qui nous unit en réalité et qui crée cette espèce intelligente. Donc il y a ce potentiel de réflexion sur les droits civils, sur l'égalité. Il est présent dans le roman de Boulle, même s'il n'est pas utilisé de manière très claire par Boulle, mais le fait qu'il soit repris de manière très forte dans les films ensuite, ça montre qu'il y avait ça absolument, qui était là. Et ça fait partie de cette métaphore globale du roman. Donc, je pense que c'est un roman euh, c'est un roman qui a beaucoup de potentiel et peut-être qui est parfois plus intéressant par son potentiel que par ce qu'il fait lui-même. C'est un roman que j'aime beaucoup, hein, mais euh, parfois je comprends pourquoi les films et la grande franchise médiatique a fini par un peu invisibiliser le roman de Pierre Boulle. Ce qui n'est pas toujours le cas, hein. Parfois, par exemple, il y a une grande franchise médiatique autour de Sherlock Holmes, par exemple, mais les gens continuent de lire les histoires de Sherlock Holmes de Conan Doyle. Donc une franchise multimédiatique n'invisibilise pas toujours le roman en source. Mais ici, ça a été un peu le cas. Et je pense que c'est parce que finalement, les films ont trouvé plus de choses à dire dans ce roman que le roman lui-même ne trouvait toujours à dire. Mais bon, je ne veux pas critiquer Boulle, c'est quand même un très bon roman. Et, c'est difficile d'écrire un roman. Donc c'est quand même un roman assez remarquable. Alors, est-ce qu'il reste encore quelques questions ou commentaires? Julie? Oui, merci. C'est une spéculation, mais je pense peut-être que beaucoup de lecteurs euh, euh, sont attirés par la capacité d'un roman d'être appliqué dans le moment présent. Ouais. Donc, pour moi, j'ai dans la planète des singes, au-delà des liens en commun entre les espèces, j'ai vu un avertissement aussi contre la complaisance des animaux. Mm. Donc, les singes peuvent évoluer et les humains peuvent régresser, mais l'inverse est possible aussi. Mm. De nos jours, je crois que c'est une question intéressante à appliquer sur la question de l'intelligence artificielle. Parce que Mm. dans le livre, les humains avaient traité les autres espèces d'animaux comme des jouets. Ouais. Et finalement, les jouets ont dépassé les humains. Et c'est ce fait d'avoir dépassé les humains qui a provoqué la régression des humains. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de jouer beaucoup avec l'intelligence artificielle, de l'entraîner. Mm. Et beaucoup de personnes posent la question, est-ce que nous serons dépassés par
l'intelligence artificielle. Et même il y a des personnes qui pensent que peut-être l'intelligence artificielle pourrait devenir sentient. Sentient. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une très bonne question. Dans le roman de Boole, effectivement, il y a une sorte de dialectique ça vient de Hegel, hein, c'est la dialectique du maître et de l'esclave. C'est-à-dire que c'est dans la philosophie de l'esprit de Hegel, le maître, donc le maître réduit l'esclave en esclavage par la force, mais ensuite, l'esclave peut développer son intelligence critique, alors que le maître, lui, reste complaisant. Le maître reste immobile pendant que l'esclave progresse, et finalement, la dialectique se renverse, et c'est finalement l'esclave qui dépasse le maître. Euh, Puisque la domination, euh, oui, l'idée chez Boulle, c'est que la domination crée toujours la faiblesse, en fait. Euh, et, euh, et, et quand on ne respecte pas l'autre, on ne se respecte pas soi-même, finalement, puisqu'ils voient les animaux juste comme des jouets, et donc eux-mêmes, finalement, se vident de leur propre sens. À l'époque au XVIIe siècle, à l'époque de René Descartes, Descartes avançait l'idée que les animaux étaient des automates, en fait, que les animaux étaient complètement une sorte de machine, qu'ils n'avaient pas de capacité réflexive, mais quand on considère les animaux comme des automates, on s'expose au risque de soi-même devenir un automate, en réalité, et de réduire finalement ce qui fait le caractère unique et complexe de la vie et du vivant. Et le message finalement de Boole, c'est que respecter les autres espèces, c'est respecter ce qui nous rend humains aussi, en fait, et ce qu'on partage avec ces espèces. Ça nous abaisse pas, nous, ça remonte simplement les autres espèces à un niveau supérieur. Sur la question de l'intelligence artificielle, oui, la question du dépassement, euh, euh, il- oui, c'est la même question du maître et de l'esclave. Est-ce que en considérant euh, l'intelligence artificielle comme un outil dans lequel on peut complètement se désinvestir, en disant voilà, je vais abandonner tout ce qui me rend spécifique en tant qu'humain et simplement le faire faire par une capacité externe, est-ce que ça va me détruire finalement ce qui me rendait humain, en fait? Euh, Ensuite, bon, est-ce que les intelligences artificielles peuvent développer leur propre conscience? Je pense qu'on est encore loin de ça. Je pense qu'il y a des effets publicitaires autour de cette question. Euh, mais, mais on est dans un moment où on doit réfléchir de manière très prudente, je pense. Pas de manière catastrophiste, hein, ou apocalyptique, mais je pense qu'on doit réfléchir de manière très prudente et très précautionneuse à comment nous voulons vivre avec l'aide de l'intelligence artificielle. Quelle est la meilleure façon et la façon qui nous permet de nous respecter nous-mêmes le mieux avec l'intelligence artificielle. Moi, j'ai le problème tout le temps parce que je suis enseignant, donc j'ai des étudiants qui veulent utiliser l'intelligence artificielle pour leurs travaux. Donc, c'est toujours une question qu'on se pose. Mais comme avec le développement de toute technologie, on peut l'utiliser de manière très positive, de manière très négative. Et quand on va trop vite, quand on ne prend pas le temps de réfléchir, c'est souvent là que les choses peuvent se compliquer. J'aime beaucoup votre rapprochement avec le roman de Boole, euh, parce que ça pose la question du respect vers l'autre et du respect vers soi-même, et que les deux sont connectés, en fait. Merci. Je pense qu'il nous reste peu de temps, mais si jamais il y a une dernière question, un dernier commentaire, ça va, tout va bien. On a fait le tour de la question, je pense, Fanny. Bien, j'ai une question. Quand est Ah, les prochains événements? C'est il y en une a un très bonne au prochain question. semestre, oui. Oui, il faut qu'on fasse le point là-dessus sur la prochaine édition. Vous verrez ça, on vous enverra l'information dès que c'est confirmé. Puis en attendant, on a aussi beaucoup d'activités autour de la littérature sur différents formats. Il y a les ateliers d'écriture qui sont proposés. Il y a des petits déjeuners littéraires aussi en personne à l'Alliance. Bon, sur le format en ligne comme ça, c'est vrai que c'est le seul pour le moment, le club de lecture. Mhm, merci.
Mais encore une fois, un grand merci à toutes et à Patrick de vous être connectés ce matin et pour cette discussion. J'espère que oui, on va en avoir de nombreuses dans le futur. Et voilà, je pense que je vous souhaite un très beau samedi, un beau week-end. Euh, Ben, merci à vous toutes et merci pour vos questions et pour la discussion. C'était vraiment super. Bonne journée. Bon week-end, au revoir tout le Merci monde. beaucoup. Merci Merci beaucoup. Patrick, merci Bon Fanny, week-end. merci tout Merci le Merci. monde. beaucoup. Au revoir. Merci Au beaucoup revoir. à Merci. tous. Merci beaucoup.